Salut Rod, comment ça va? Salut Greg, ben, ça va bien? On est ça, prêt pour cette belle série qui nous ça fait arrive un là. petit moment là qu'on avait fait une petite pause avec l'Open d'Australie, avec la reprise du circuit, tout ça. On avait eu du mal à trouver un créneau, mais ça y est, on s'est trouvé aujourd'hui pour attaquer Ouais, t'as vu, le. j'ai mis la chemise, hein, t'as vu, Bah oui, parce t'as que là mis on la rentre dans les chemise. 20, hein, donc On ça, rentre ça dans le, rigole plus. Hein. on rentre dans le top 20. Là, on rentre dans le très très haut niveau. On rentre dans le où parfois une main ne suffira pas à donner le nombre de grands chelems remportés. La hiérarchie va être très difficile. On va essayer de débattre, d'argumenter, de dire pourquoi un tel a été devant un tel dans notre classement. On verra si on a les mêmes noms aujourd'hui. On avait eu pas mal en commun dans la série 21-30. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Forcément, plus on avance, plus les faits parlent d'eux-mêmes et la subjectivité est forcément moins présente. Malgré tout, je pense qu'on aura quand même quelques petites surprises aujourd'hui. Pourquoi pas, on verra. On verra, on verra. Juste pour rappeler quand même, voilà, vite fait les 80 noms que nous avons cités précédemment. Et donc, on s'était quitté pour moi avec Arthur H en 21e position. Et pour toi, avec Emerson. Rod, je te donne la main pour ton 20e. Qui entre dans ton top 20? Eh ben, qui entre dans mon top 20, c'est un joueur que tu as juste cité précédemment, c'est Arthur Ashe. D'accord. Voilà, joueur américain, 3 grands chelems gagnés. Alors, c'est des périodes où c'est difficile de dire le nombre de titres. Hein. Il a répertorié 81 titres, mais bon, avec l'ATP, comme ça a été créé après, il y en a que 32. Bon, enfin, tout ça est un peu compliqué. Il a gagné 4 Coupes Davis. Il n'a pas été numéro 1 mondial, Arthur Ashe. Et puis, voilà, il y a eu aussi toute cette. Ce qui s'est passé en dehors du cours, voilà ce qu'il a représenté en dehors du cours. Et puis, pour nous, Français aussi, c'est lui qui a découvert Yannick Noah, donc c'est quand même pas rien. Et puis moi, personnellement, quand j'ai commencé à jouer au tennis, j'avais au pied des Arthur Ashe. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a compté pour moi dans ce milieu. Ah, une belle, on démarre bien cette émission avec Arthur. Écoute, moi c'est un nom, je ne sais pas si tu l'avais cité la semaine dernière, on va regarder ça tout de suite, mais il me semble pas. Tac, 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 est-ce que tu l'avais déjà cité celui-là? Non, tu ne l'as pas cité, c'est un nouveau nom. C'est Elie Nastase, que je mets en Ah, 20e. Alors là, tous les noms qu'on va citer, on va se dire, waouh, si haut, ça veut dire que j'en ai mis 19 devant Elie Nastase. Alors, Iniesta, évidemment, bon, une légende du tennis, numéro 1 mondial. Combien de grands chelems, tu sais ça? Il a gagné l'US deux. Open, il a gagné et Il en Roland a gagné Garros deux. sur deux surfaces différentes, avec ses deux finales à Wimbledon perdues, donc il aurait pu en avoir plus, et puis aussi une finale perdue à Roland Garros. Mais bon, Nastas, c'est 57 titres, c'est surtout un showman, c'est surtout une personnalité hors du commun. C'est Euh, 57 titres. Là encore, il y a aussi des titres qui n'ont pas été comptabilisés parce que si on prend tous les tournois qu'il a gagnés, c'est plutôt ça, 87. ça aurait pu être Voilà, beaucoup plus. Voilà. voilà. Bon. Exactement. C'est toujours c'est cette période des débuts des années 70 qui est parfois difficile pour déterminer exactement le nombre de tournois, le nombre de matchs gagnés. Tout ça n'était pas encore bien réglementé comme ça l'est aujourd'hui. L'ATP qui a mis un peu de temps à se régler, on va dire, par rapport à leurs statistiques. Non, mais Nastas, c'est quoi? C'était un showman, parfois à la limite, mais je dirais dans l'esprit aussi de l'époque, hein, de ces années 70-80, on avait beaucoup de très fortes personnalités sur le circuit. C'est surtout Nastas, le premier joueur à avoir signé un contrat avec Nike en 1972, ce qui donne aussi le côté un peu légendaire du bonhomme. Voilà, c'est le plus français des Roumains. Il a vécu quasiment toute sa vie C'est vrai. à Paris. Tous ses enfants sont nés à Paris. Moi, je me rappelle de lui, la particularité, c'est qu'il faisait des passings qui passaient assez haut au-dessus du filet et qui étaient en fait difficiles à voler pour les adversaires. Et puis tout ce qu'il a représenté aussi, ça, il a gagné 4 Masters hein, aussi, Nastase, il ne faut pas oublier. Il y aura, à mon avis, comme une petite passation de pouvoir dans justement le dernier Masters en 75 qu'il fait, où il perd contre Borg, où il marque 4 jeux en 3-7 gagnants. C'était quand même, ça a été quand même une sacrée déculottée. Mais c'est un joueur voilà, qui restera aussi charismatique pour les apparitions en double hein, qu'il a fait notamment aux côtés de Dion Tiriac, où il se passait quand même beaucoup de choses. Hein. Là encore, hein, c'est des souvenirs de gamin à Roland-Garros, de voir Tiriac-Nastase en double. On savait qu'il allait se passer quelque chose. Sur le court, pas forcément avec la qualité du jeu, mais en dehors
du court, oui, alors là, il laisse passer beaucoup. Un peu trop filou pour moi, voilà, sur le terrain, d'essayer d'embrouiller les matchs. Bon, il a fait énormément d'essayer de déstabiliser l'adversaire par d'autres moyens que la raquette. Par moment, il a passé les limites. Il a parfois passé les limites, Ilinastase. Qui tu as mis en 19e? Tu en as si bien parlé de Et, Inastase. et ben, justement, Ilinastase. C'est pour ça. C'est parfait. Donc, je vais pas me répéter. Je vais pas me répéter. Voilà. Il a aussi continué à jouer longtemps dans le Trophée des légendes à Roland-Garros. Vraiment, les passionnés ont pu continuer à le voir jouer. Voilà, ça reste une légende du tennis, voilà, de toute manière. Forcément. On n'oubliera pas le petit côté politique aussi. Il s'est lancé dans la politique aussi à un moment de sa vie, et notamment à la mairie de Bucarest. Politique, et puis aussi dans les instances du tennis. Il me semble qu'il a eu aussi un rôle dans la fédération roumaine, etc. Enfin, en tout cas, il a été fortement impliqué dans son après-carrière. Moi, en 19e position, j'ai mis Stan Wawrinka, donc juste devant Ilinastase. Stan, que toi, tu avais cité en dehors de ton top 20. Alors moi, je l'ai fait rentrer dans le top 20. Je l'ai fait rentrer dans le top 20 avec un petit bonus pour moi, c'est qu'il a gagné 3 grands chelems pendant la période du Big Three. Voilà, je ne sais pas combien de joueurs. Big Four même. Hein. Du Big Four, puisqu'il y avait également Murray, exactement. Donc voilà, ça a été le petit bonus qui fait que je lui ai donné cette petite place dans le top 20. C'est vrai que hormis ça, malgré tout, voilà, bon, numéro 3 mondial, donc il n'a pas eu de place de numéro 1 ou numéro 2. En même temps, avec les bonhommes qu'il avait autour de lui, c'était pas facile. Petit malus aussi avec en Masters 1000, il n'a qu'un seul Masters 1000. Bah, c'est pour ça que moi, je l'avais mis aussi en dehors. C'est pour ça que tu l'avais mis en dehors. Ce manque de régularité dans les Masters 1000. En tout cas, de régularité, en tout cas, le manque de trophées dans cette catégorie en dehors des grands chelems. Voilà. Et puis un Wimbledon qui restera son moins bon tournoi. Avec une surface, effectivement, où il aura jamais trop brillé. Il y a quand même cette médaille d'or en double au JO avec Roger. Et puis cette Coupe Davis en 2014 qui nous a fait tant de mal. Voilà pour le stade dont on avait longuement parlé dans la précédente émission. Mais c'est vrai que j'ai longtemps hésité à dire est-ce que je le fais rentrer dans mon top 20 ou pas. Et j'ai pris en compte le contexte durant toute la carrière de Stan. Tu es très contexte, toi. Hein. Je suis assez contexte. C'est les résultats, ça passe après le contexte. Pour bah, il en a quand même gagné 3 grands chelems. Il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné 3 grands chelems entre 2005 et 2021. Il n'y en a que 2. Il y a lui et puis un autre qu'on citera un peu plus tard. Voilà. On avance avec ton 18e, Rod. Alors moi, mon 18e, eh bien, c'est John Newcombe. D'accord, très bien. L'Australien. On rentre maintenant, je pense, on va faire que des Hall of Fame là. John Newcombe, qui fait partie de cette lignée de joueurs australiens des années 70, même avant pour lui, puisqu'il a été lui aussi à cheval sur l'ère amateur et puis l'ère open. C'est 7 grands chelems, John Newcombe, donc quand même 5 dans l'ère open, donc il a quand même la majorité de ses titres à partir du moment où il est devenu professionnel. C'est 34 titres, 16 finales, 17 titres aussi en double. Newcombe, ça, c'est quand même pas rien. Numéro 1 mondial en simple et en double, ouais. Évidemment, il a gagné aussi 5 Coupes Davis à la grande époque de cette équipe australienne où on avait tous les joueurs que l'on connaît, les Rosewall et ainsi de suite, qui étaient... Voilà. Petit bémol, pas grand-chose à se mettre sous la dent sur terre battue et notamment à Roland-Garros, qui restera quand même le tournoi où il n'a pas performé. Mais ça reste aussi un joueur emblématique qui a été capitaine aussi après de l'équipe australienne. Tout à fait, il gagne la Coupe Davis en 99. Ouais. Voilà, c'est un grand monsieur, un des grands monsieur parce qu'ils en ont beaucoup les Australiens. C'est un des grands monsieur du tennis. Donc c'était normal qu'il soit pour moi dans les 20, même si peut-être de ce top 20, c'est le joueur le plus méconnu, en tout cas en France. Tout à fait, une joueur des plus méconnus que moi j'ai mis un tout petit peu plus haut que toi. Après, j'avoue que comme toi, toute cette génération de joueurs, Rod Laver, Rosewall, Newcombe, ils ont été difficiles à situer dans ce classement. Ça a été difficile et moi je l'ai mis un peu plus haut. On en parlera dans quelques minutes. J'ai mis moi Guillermo Vilas
en 18e position. L'Argentin, numéro 1 mondial, non encore homologué par l'ATP, mais on va dire que dans les faits et dans les résultats, il aurait pu tout à fait l'être officiellement. Bon, Vilas, c'est 62 titres dans sa carrière. C'est une saison où il a enchaîné 46 victoires consécutives sur terre battue et 134 durant toute la saison. Voilà, c'est un titre à Roland-Garros, un titre à Il a l'US le plus Open. grand nombre de titres sur une année. Le Tout nombre à de fait. matchs gagnés. Pas Ouais. le nombre de matchs gagnés. 134 victoires. Personne n'a fait mieux. Ça en fait quand Toi, tu même, as hein. 62 titres, mais ça, là encore, on parle de Ça aurait pu être, 71. ça aurait pu être Voilà, beaucoup plus, parce tout qu'il y à a des fait. titres qui n'ont pas été comptabilisés. Voilà, et puis il y a cette fameuse histoire, on ne pourra pas s'empêcher d'en parler, cette histoire du numéro 1. Est-ce que Bien Villas sûr. aurait dû être numéro 1 mondial ou pas? Oui, on l'avait dit déjà, mais on invite tous les gens à regarder cette série sur lui, qui est quand même extraordinaire, parce que c'est vrai qu'il apparaît quand même que Villas aurait dû être au moins cette semaine numéro 1 mondial. C'est pas Et qu'il rien. n'a pas été, ça l'a beaucoup marqué. Aujourd'hui, il est encore toujours à la recherche, et il se bat contre les instances de l'ATP pour essayer d'être reconnu comme joueur ayant été numéro 1. Ce qui serait bien, c'est qu'il le fasse pendant qu'il soit encore en vie et pas attendre qu'il soit mort pour lui rendre hommage. Mais bon, malheureusement, c'est souvent dans la situation inverse que ça se produit. On espère qu'ils auront le courage et la volonté d'agir assez vite. Ouais, le Euh, petit côté négatif, c'est pas de Coupe Davis. c'est ça. Bah, pas de À Coupe son Davis. époque, il n'a pas gagné. Et pourtant, il a été à des moments épaulé par José Luis Clerc, qui était lui aussi un excellent joueur que tu avais cité Tout à lors de la fait. première émission, il me En semble. 97e Donc il y avait position. vraiment, ouais, il y avait vraiment moyen pour l'Argentine à l'époque d'aller soulever le Mm. saladier d'argent. Et malheureusement, les Argentins n'avaient pas réussi à le faire. Et il faudra attendre Del Potro pour que l'Argentine soulève ce saladier. Voilà. Mais voilà, Gaucher, un des plus gros travailleurs du circuit à l'époque. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs de voir Villas rentrer sur le terrain à 8 h du matin, ressortir à 8 h le soir et avoir passé toute la Un physique journée, hors norme, hein. manger des sandwichs et rester toute la journée sur le court, quoi. Voilà, donc ouais, c'était un super joueur qui a gagné aussi sur d'autres surfaces que la terre battue, même Et si la terre l'US Open et même Melbourne, hein, donc, restera sa surface de prédilection. Euh, il aura également gagné sur d'autres surfaces. Et puis, il sera à une époque où il sera quand même confronté avec des sacrés joueurs, dont on a déjà parlé, avec Borg, avec Connors, notamment, avec McEnroe. Donc, ouais, il n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur pour moi, Guillermo Vilas. Non, mais c'est pour ça qu'on est là pour en parler aussi, de ce grand lifter, hein, qui est l'un des précurseurs du lift, qui a quand même marqué l'histoire de la terre battue. Avant Nadal, on peut dire qu'il y a eu Vilas quand même. Il fait partie des meilleurs terriens de l'histoire. C'était Voilà. le premier à mettre vraiment du lift. Voilà. Et puis très rapidement, Borg est arrivé. Voilà, et c'était les deux grands rivaux, même s'ils ils ont toujours été très très amis tous les deux. Ça a été des rivaux sur terre battue avec un Borg qui était quand même supérieur, il faut le dire. Il faut le dire. Et il sera supérieur aussi, évidemment, dans notre classement. Qui tu as mis, toi? Quel est ton prochain nom? On en est où? À quel numéro? Moi, j'ai fait mon Alors moi, j'en suis au 18e. 17. Moi, j'en On suis au avance. 17. 17, Et vas-y. j'ai mis un Américain, moi, en 17e Ah, position. t'as mis Jim? Jim Courier. Pareil, magnifique. Ah, je te laisse la main, vas-y. Voilà. Alors, Jim Courier, c'est un joueur que je connais bien, que j'ai affronté plusieurs fois, puisqu'il est très légèrement plus jeune que moi. On a 2 ans d'écart, que j'ai jamais battu, malheureusement. Voilà, c'est 4 grands chelems, 2 finales, 2 Coupes Davis, une finale des Masters. Bon, des Masters 1000, il en a gagné aussi 5, dont Rome sur terre battue. Voilà, ça a été un joueur qui a gagné Roland Garros, qui a tout fait pour essayer de gagner Wimbledon. Et il échouera quand même voilà, face à son rival, qui est Sampras. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup d'Américains qui étaient là. C'était quand même une sacrée époque, c'est ce début des années 90, courir Sampras, Chang, Agassi, voilà, et puis des joueurs, Il y en avait tant des d'autres. Todd Martin, des Washington. Enfin, il y avait vraiment énormément d'Américains. C'était les joueurs qui étaient les plus représentés dans le top 100 mondial.
Jim Courier avec sa technique si particulière, hein, et ce revers, hein, qui ressemblait à un coup de baseball. Voilà, un joueur sympa qui parle bien français, qui parle très bien français, avec qui j'ai souvent discuté, échangé. C'est vraiment un gars bien. Et puis, son après-carrière me plaît aussi. Voilà, je le trouvais très, très bon dans ses interviews, Ces notamment pendant analyses. l'Open d'Australie, Ouais. voilà, dans ses analyses. C'est un gars posé, réfléchi, voilà, qui aura fait quand même une carrière extraordinaire, un petit peu minorée par Agassi et Sampras, il faut le dire. Mais voilà, joueur toute surface. Malgré tout, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Malgré tout, c'est un joueur complet qui a fait une finale dans les 4 grands chelems, 2 titres à Roland, 91-92. En 92, il fait le doublé avec Melbourne, qui remporte aussi en 93. Et puis, il y a cette finale, comme tu as dit, à Wimbledon en 93. Il fera aussi une autre finale à Roland-Garros et une finale à l'US Open. Il y a ce doublé en Indian Wells Miami, hein, que peu de joueurs ont été capables de remporter. Donc, c'était une belle performance. Finale des Masters, il me semble qu'il en fait 2. Il fait 2 finales, je crois, Deux, au Masters. moi, j'en ai dû trouver qu'une, mais il y en a Bon, peut-être deux, on effectivement. revérifiera. Et puis, oui, bah, c'est l'élève de l'école Bollettieri, hein, qui a aussi biberonné Agassi. C'est Oui, il sera là après longtemps coaché par Brad Stein, aussi, c'est vrai, après. voilà, qui après travaillera avec beaucoup de joueurs, hein. Le dernier en date, me semble-t-il, Kevin Anderson. Ouais, de mémoire, ça doit être Voilà. ça. Un attaquant de fond de court, très agressif, avec une prise de balle très tôt, qui jouait évidemment près des lignes. Ça agaçait beaucoup ses adversaires, mais qu'est-ce qu'il pouvait toucher comme ligne, Jim Courier? C'était incroyable. Et puis, Ouais, moi, si tu c'était veux, une bête physique, hein. Moi, j'ai en mémoire, ouais, c'est une bête physique qui s'entraînait beaucoup, qui tenait, qui était jamais fatigué. C'était impressionnant. moi, je l'ai découvert en 86 à l'Orange Bowl. Moi, je jouais en moins de 18 et lui jouait en moins de 16. C'est d'ailleurs lui qui avait gagné. Et il avait battu Andrei Cherkassov à l'époque, sur la finale. Et on s'était un peu tous dit, en fait, la finale des 16 ans, Ouais. je joue un peu mieux que celle des 18. Voilà. Et ça n'a pas été vraiment une surprise de le retrouver tout en haut, puisqu'il a aussi été numéro 1 mondial courir. Exactement. Numéro 1 pendant 58 semaines. Et évidemment, lui aussi, au Hall of Fame. Je vais garder la main pour mon 16e. On n'aura pas le même, puisque tu l'as déjà cité, c'est Newcombe, que j'ai mis en 16e position. Voilà, on ne va pas en revenir, mais voilà, l'Australien qui était, on va dire, d'une autre époque. Tu l'as Mais bien coté quand même, tu l'as bien coté. je l'ai bien coté, Newcombe, parce que j'ai coté le fait que déjà qu'il a été un peu barré par Rod Laver. Il a quand même 9 défaites en finale contre Rod Laver. Et un peu comme, si tu veux, Stan avec le Big Four, je prends en compte le fait que voilà, il était quand même derrière Rod Laver, mais son palmarès est forcément aussi un peu amoindri par le fait d'avoir beaucoup perdu face à Rod Laver. Et malgré tout, il a quand même signé des nombreux grands chelems et fait une grande carrière en simple et en double. Voilà, donc c'est vrai que je l'ai mis juste devant Jim Courier. Bon, voilà. Et je vais te laisser la main pour ton 16e. Et ben moi, c'est un Australien aussi. Ah, C'est Ken Rosewall. Rosewall, bah, très bien. Que moi, j'ai mis en 15e position juste devant. Donc je te laisse la main. D'accord. Je te laisse la Alors main sur écoute, Ken Rosewall. Rosewall aussi, pas si facile que ça à classer, Non, parce que là encore, on est à cheval sur la période amateur, la tout à période fait. professionnelle. Mais voilà, ça restera quand même 8 grands chelems, 8 finales aussi de grands chelems. Et puis surtout, moi, ce qui m'a impressionné chez lui C'est et la que j'ai longévité. retenu, c'est la longévité. Avec d'ailleurs le tournoi qu'il ne gagnera pas, qui est Wimbledon. Il fera 4 finales, mais il fera des finales à 20 ans d'intervalle, 54 et 74. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme Bah, si Nadal aussi faisait finale à Roland-Garros en 2025. Donc, on se on dit, n'est pas loin, hein. ouais, il n'en est pas si loin. Enfin, il y a encore 4 ans à tenir. Je ne suis pas sûr qu'il jouera encore dans 4 ans, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc, c'est vrai que cette longévité-là. Et puis, voilà, c'est des records plus vieux vainqueurs de Grand Chelem, 37 ans. Tout à fait. Plus vieux finaliste aussi à 39 À ans. Voilà, 39. donc en 74 à Wimbledon, il a 39 ans, il fait finale. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà, Pour un petit il a gabarit quand même, parce qu'il faut rappeler, parce que les gens oui, évidemment ne le connaissent pas, c'est pas l'un des joueurs les plus emblématiques, les plus
connu qu'on cite comme ça. On parle beaucoup de Rod Laver, mais on parle assez peu de Rosewall. Petit gabarit, 1,70 m, bah, ça ne l'a pas empêché de faire une immense carrière, d'avoir l'un des plus beaux revers peut-être de l'histoire. En Oui, tout cas, probablement encore aujourd'hui une qualité de revers, une technique de revers extraordinaire. C'est ce qui n'empêchait pas la petite taille de très bien jouer en double, puisqu'il a aussi gagné 9 titres du Grand Chelem, plus 8 exactement. finales. Donc c'est quand même un sacré palmarès. C'est aussi 132 titres. Alors même si, encore une Sur les fois, comptes c'est tous, ouais, toujours sur les comptes tous, difficile. voilà, Voilà, dans si on compte 3 tout, ans. c'est quand même 132 titres. On dit de lui que c'est le joueur qui a joué le plus de matchs, plus de 2000 dans sa carrière. Donc, c'est vrai que c'est extraordinaire. Après, encore une fois, difficile de comptabiliser avec précision le nombre de matchs joués par Ken Rosewall. Et puis, voilà, moi, j'ai ce souvenir-là parce que mon papa me parlait, il aimait beaucoup Ken Rosewall, il m'en parlait souvent, voilà, de me dire que ce joueur était extraordinaire. Il me parlait beaucoup plus de Rosewall que de Rod Laver, par exemple. Comme Voilà, quoi, hein. voilà, et Lever qui aura été le rival Tout à fait. de Ken Rosewall, avec un autre joueur qui a souvent aussi battu et qu'on n'a pas pu mettre dans ce top 100 parce qu'il a joué avant l'Air Open, c'est Lewis Hode. Voilà, contre qui Rosewall a aussi beaucoup perdu. Et puis sur la fin de carrière, et là il y a eu une vraie passation de pouvoir. C'était des défaites après quasiment à chaque fois face à Jim Connors. Oui, et là c'était Voilà, qui avait vraiment pris la mesure de l'Australien, les mais débuts qui de Rod Laver. restera, voilà, encore une fois, un joueur qui fait vraiment partie de cette légende du tennis australien. Tout à fait, tout à fait. Donc tu l'as mis en 16, je l'ai mis en 15. Qui as-tu mis en 15, Rod? On rentre dans le top 15. Oui, ben moi j'ai mis Guillermo Vilas. D'accord. Voilà, parce qu'il y a toujours cette affaire de numéro 1 mondial qui me gêne, parce que vraiment je trouve que ce serait mérité lui rendre hommage que de lui faire, enfin, qu'il n'ait pas cet affront avant de plus être là, voilà, qu'on lui redonne ce qu'il a gagné parce qu'il l'a gagné sur le terrain et que voilà, c'est un joueur qui m'a effectivement marqué parce que, comme je le dis souvent, bah, c'est la période où je commençais à regarder le tennis et on ne pouvait pas faire sans Guillermo Vilas. En plus, toi qui es amoureux de cette terre battue, forcément, qu'il a dû marquer Oui, et puis c'est un gaucher, voilà. Donc gaucher, terre battue, tout ça, ouais. c'est un peu une caste hein, chez nous, voilà, on se favorise un petit peu. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, est-ce que c'est un indice déjà sur qui tu vas mettre en numéro 1 ou pas là? Pas. Ah, qui sait, Il faut que tu restes je veux pas me objectif, hein. dévoiler, je ne veux pas Faut me que tu restes dévoiler. objectif. Écoute, on avance, on avance. Je vais attaquer avec mon 14e. Et mon 14e, j'ai 7 grands chelems. Et je l'ai mis 14e. Tu te dis, waouh, c'est chaud quand même. 4 finales. Numéro 1 mondial, évidemment. 3 Coupes Davis. Plus 4 finales de Coupe Davis. Bon, voilà, je parle évidemment de Mister Wilander, que j'ai mis 14e. Rien qu'en le disant, je me dis, mais comment. Enfin, je regarde, j'ai pas fait une erreur, j'ai pas fait une faute en mettant Wilander 14e. Bah non, parce que les 13 qui sont devant, ils méritent aussi leur place. Mais c'est dur, que c'est dur de faire ce classement. Wilander 14e, bon, évidemment, l'un des plus jeunes à avoir remporté un grand chelem en 82 à Roland-Garros, à 17 ans, contre Villas, justement, dont tu viens de parler. C'est là où, derrière, il perd contre Noah l'année suivante. Voilà. Mais ce qui était incroyable, si tu reviens à cette époque de 82, c'est que fin 81, Borg annonce qu'il va prendre un petit peu de repos. Et tout d'un coup, quelques mois après, Roland Garros tombe encore dans l'escarcelle d'un Suédois. Ah ouais. Mais c'est plus Björn Borg, c'est Mats Wilander. Ouais, c'est fou. Voilà, Hein. qui fera en plus finale hein, l'année suivante, puisqu'il confirmera qu'il est bien l'un des meilleurs joueurs du monde en perdant contre Noah en finale en 83. Donc, ouais, Donc, il était tout jeune. Tout jeune. C'était un joueur voilà, qui était pur aussi. Hein, on se rappelle de cette balle de match rendue par Wilander face à José Luis Clerc, hein, balle où il est en demi-finale, donc c'est une balle de finale, et il fait rejouer le point. C'était quand même un moment assez ouais, extraordinaire. ils ne sont pas tous comme ça. Un joueur, évidemment, multisurface, hein, titré à Melbourne, où il avait battu Lendl et McEnroe en 83. Bon, voilà. Puis en 88, cette année incroyable, où il va gagner Melbourne, Roland et l'US Open. Voilà. Il y a juste une surface où il n'aura
pas trop briller, c'est le gazon. C'est le gazon. Mais puis il y a le Masters qu'il n'aura jamais remporté. Il aura fait une C'était sa moins finale. bonne surface, mais il a gagné Wimbledon en double. Tout à fait, ouais. Et puis, il sera battu sur un match extraordinaire en 88 où peut-être il aurait peut-être pu, pourquoi pas faire le Grand Chelem. Il Il aurait pu, jouait hein, il était vraiment quand très même très pas bien. loin. Il perd contre Messire face à un Messire en quart qui avait fait un match ce jour-là extraordinaire, quoi, qui va d'ailleurs prolonger 2 sets de plus en demi face à Edberg avant de perdre. Tout à Mais fait. il mènera 2-7-0 en demi face à Edberg. Voilà, Wilander a été un joueur extraordinaire que personnellement, je regrette de ne pas avoir joué. J'aurais adoré affronter Wilander. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Qui est un gars qui est toujours resté lui-même. Voilà. Pour moi, c'est comme un Todd Martin. Voilà. C'est des gars qui aient été 80e, 5e, numéro 1, ils sont toujours restés les mêmes, des gars sympathiques, bien élevés, qui disaient toujours bonjour. Et même aujourd'hui, quand je croise Wilander dans les allées de Roland, par exemple, il a toujours un petit mot. Salut, ça va, tu vas bien? Ouais. Voilà. Donc, c'était un grand monsieur du tennis. Un grand monsieur Mats, évidemment, lui aussi, au Hall of Fame. Ton Moi, je te 14e, dirais, je l'ai mis un petit peu mieux que ça et je te dirais bah, pourquoi tout à l'heure. très bien, très bien. J'en doute pas et je t'en voudrais pas surtout. Ton 14e, Ron. Et ben moi, mon 14e, c'est Andy Murray. Voilà. J'ai mis Murray à la 14e place. Alors, toi, tu vas sûrement me parler des circonstances. Tu l'aurais mis mieux parce que les circonstances. Mais voilà, Murray, c'est 3 grands chelems, 8 finales et surtout 2 JO. C'est lui qui a gagné Ah bah les oui, 2 derniers JO. Voilà, et ça, c'est quand même bah, c'est unique, hein. aujourd'hui. On n'a pas assez de recul pour qu'il y ait que ce record soit battu, mais Oui, c'est oui. quand même assez incroyable quand on sait combien c'est difficile d'aller gagner ces JO. Certains s'y sont cassés les dents, et notamment 2 qu'on retrouvera un petit peu plus tard, C'est Djokovic ça. et Federer. Là, voilà, qui seront en tout cas, si ça a lieu à Pékin cette année, en quête de ce titre suprême, ce titre qui leur manque. Eh bien, Murray, lui, a À gagné 2 Tokyo, non? fois. C'est Ouais. Tokyo, non? C'est Tokyo, ouais, cette année. Ouais, c'est Tokyo. Voilà. Et puis, avoir su aussi, parmi les Nadal, Federer, Djokovic, à un moment, réussir à dominer le tennis. Parce que Murray a réussi à le faire, à devenir numéro 1. Ça lui a coûté beaucoup, parce que Bah, il s'en est jamais remis, hein, j'ai derrière, il envie ne de s'en dire, hein. est pas remis. Mais Malheureusement, en ouais. tout cas, il a été chercher voilà, la place qui est la Le place la trône. plus belle, celle qui est tout en haut, en battant ces gars-là et en devenant le meilleur joueur du monde. Donc, voilà, je ne l'ai pas mis plus haut parce que je trouve malgré tout que ceux qui sont devant, ils sont encore un petit peu mieux, tout simplement. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Ok. Bon, on en reparlera de Murray, mais c'est vrai que voilà, c'est ce qu'il a fait, je trouve ça moi assez extraordinaire. Et j'ai encore plus envie d'appuyer dessus par rapport au fait que toute sa carrière, il n'a pas eu vraiment l'amour des fans du tennis, pour plein de raisons, pour son style de jeu, son caractère, tout ce qu'on veut. Néanmoins, voilà, quand on regarde ce qu'il a réussi à faire, c'est assez incroyable. Et puis, je trouve quand même là, du coup, maintenant qu'il essaie de revenir avec ses problèmes de hanche, il a un peu plus la sympathie maintenant du grand public. Mais Mais toi, tu es un sentimental, c'est les circonstances et les sentiments. les Et circonstances et les parlons sentiments. palmarès, Greg. Ah Parlons bah, palmarès. on en parlera du palmarès, mais j'aurai mes arguments. Mais après, peut-être que tu crieras au scandale. Mais en tout cas, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis 14e. Voilà, 14e, c'était Wilander. Et je ne l'ai pas mis non plus 13e. Mon 13e, c'est Boris Becker, que j'ai mis juste devant Wilander. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à les placer tous les deux. Mais comme pour Wilander, et puis le fait que finalement il ait rien gagné sur gazon, pour Becker, pourquoi je l'ai mis 13e derrière donc tous les noms que je citerai plus tard, c'est parce qu'il n'a eu aucun titre sur terre battue et que quand on veut rentrer dans le top 10, il faut quand même qu'on soit un minimum complet, et ça n'était pas le cas de Boris Becker, qui malgré tout est un joueur exceptionnel. 6 grands chelems, 4 finales. Moi, ce qui m'a impressionné, et c'est vrai que j'ai longtemps hésité à lui mettre ce petit bonus, peut-être que tu l'as fait toi justement pour ça, c'est ces 3 titres et ces 5 finales au Masters.
qui pour le coup représentent quand même quelque chose, surtout à une époque où il y avait une compétitivité incroyable, hein. Quand on cite tous les joueurs de l'époque de Becker, avoir réussi à gagner 3 Masters plus 5 finales, bon voilà, c'est quand même assez incroyable. Il a remporté évidemment ses 3 Wimbledon, dont ce premier Wimbledon où il était tout gamin, un peu à l'image d'ailleurs de Wilander à Roland Mais Garros. ouais, mais c'est ça le bonus pour moi. C'est ça le bonus pour moi. Parce que je pense que c'est beaucoup plus difficile de gagner Wimbledon à 17 ans que de gagner Roland Garros. Et je trouve que c'était extraordinaire, voilà, d'avoir que Becker soit allé chercher ce titre à une époque où on jouait quand même que le service volé sur gazon et qu'il avait été capable d'aller chercher le Alors titre. pour le coup, Boum Boum Becker avait le jeu pour gagner Wimbledon, hein. Boum Boum Becker, pourquoi? Parce que Évidemment. voilà, c'est l'un des Et, joueurs qui boum service, boum deuxième coup de raquette et puis le point, quoi. Mais mais oui, non, mais bon, après c'est sûr que ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il a aussi un record contre les numéros 1 mondiaux, 19 victoires contre les numéros 1 mondiaux. Voilà, bon, c'est sûr, 2 Coupes Davis. Bon, numéro 1 mondial aussi, Becker en 91. Bon, sûrement que tu l'as mis un peu plus haut. J'aimerais bien d'ailleurs savoir où tu l'as mis, le Boris, mais je ne te dis rien. tu vas me le dire bientôt quand même, j'espère. Ah, pas sûr. Ouais, 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 ouais. Je t'écoute pour ton prochain nom. Alors, je t'avoue que le prochain nom que j'ai mis, j'ai été très, très embêté. Très, très embêté. C'est Rod Laver, que j'ai mis en 13e. Rod Laver, j'aurais pu le mettre dans les 10, j'aurais pu le mettre en dehors. Évidemment, pourquoi je l'ai mis en dehors? Parce que malgré tout, notre top 100, il se fait sur l'Air Open. Et que sur l'Air Open, il ne peut pas être dans ce top 10. Voilà, pour moi. Mais j'étais quand même tiraillé parce que, c'est le seul joueur qui a fait les 2 grands chelems. Un en 62, un en 69. Donc, un en amateur, un en professionnel. Entre-temps, Quand tu dis Grand Chelem, c'est qu'il a gagné les 4, hein. Enfin, ah oui, qu'il a gagné les 4. oui, Oui, non, qu'il mais a on gagné les précise. 4. Il en gagnera 11 au total. Mais bon, il y a des tas d'années où il n'a pas joué. C'est ça. Puisqu'il n'avait pas le droit de jouer. Donc, il y a des années blanches donc, où il aurait probablement Puis en gagner plus. pu en rajouter un peu plus à son palmarès. Donc, je ne savais pas trop. On dit que c'est le joueur qui a gagné aussi le plus de titres, plus de 200. Ce qui veut dire aussi que les joueurs de l'époque, ils jouaient énormément de matchs, énormément de tournois, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, il était difficile pour moi, difficile aussi à classer. Il y a eu 5 Coupes Davis, comme Rosewall, comme les joueurs australiens de l'époque. Ils avaient un tel réservoir que de toute façon, je ne vais pas dire qu'ils étaient quasi injouables, mais enfin, entre les Australiens et les Américains, il ne restait pas grand-chose pour les autres. Voilà, donc là, malgré tout, il a joué beaucoup mieux avant l'Air Open qu'après. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait rentrer dans mon top 10, tout simplement. Voilà, gaucher, extraordinaire. C'est un monsieur qui est extrêmement respecté par tous les joueurs, les joueurs actuels, mais également ceux qui étaient là avant. Moi, j'ai eu la chance de le voir jouer. Je me rappelle très bien, c'était à Cincinnati. On s'entraînait. Lui, il jouait en double avec les Woodies, avec Woodford et Woodbridge. Il faisait aussi un double avec un autre joueur. Et il devait avoir une quarantaine d'années à l'époque. Et j'avais été impressionné par le niveau qu'il avait encore à l'époque, même s'il jouait plus de compète. Voilà. Et j'avoue que c'est un joueur incontournable du tennis. Si on l'avait fait sur Air Open et amateur, évidemment, je l'aurais mis beaucoup plus haut que ça. Si on l'avait fait sur effectivement toute l'histoire du tennis, oui, voilà, en effet. J'étais un peu embêté comme toi, pareil, et comme Rosewall et Newcombe, j'ai pas pu non plus le mettre dans le top 10. Je l'ai mis en 12e position, donc juste devant toi. Mais ça fait partie un peu de ces joueurs inclassables. Inclassable parce que déjà bon on l'a pas vu jouer, donc on est forcément un peu moins marqué, moins objectif, il n'y avait pas la même médiatisation du tennis à l'époque. Bon, malgré tout il a traversé les âges, c'est aujourd'hui encore un joueur immensément légendaire qui porte d'ailleurs, qui a même un nom central de Melbourne à son nom. Bon voilà, donc forcément ça veut dire quelque chose. Maintenant oui, pour le classement de ce top 100 il fallait faire des choix, et c'est vrai que au bout d'un moment à un moment donné, comme on dit,
il fallait Mais il est quand faire des même choix. Mais médiatisé aujourd'hui, si tu veux. Aujourd'hui, dans le tennis, Ken Rosewall, peu de gens le connaissent, à part vraiment ceux oui, qui oui. sont C'est pour ça très que je l'ai mis proches. devant quand même. Autant C'est Rod pour ça que je Laver l'ai. Oui, oui, reste quand même, oui, son bien nom est sûr. cité tout le temps, Et c'est pour ça que je l'ai mis et par les devant ses médias, mais collègues. aussi par les joueurs actuels. Bien sûr, Donc, bien sûr, tout le monde quand même connaît Rod Laver, ce bien qui n'est pas sûr. le cas, malheureusement, je dirais, De pour Rosewall Ken et Rosewall. Newcombe, tout à fait. Donc voilà, donc moi je l'ai mis 12e pour les mêmes arguments que toi. Et puis pareil, les 11 noms que j'avais devant, bon, je me suis dit non, quand même. Voilà, j'avais plus. C'était dur, mais je l'ai mis 12e. Qui tu as mis 12e, toi, Rod? Moi, j'ai mis 12e Mats Wilander. Ah oui, tu l'as mis Voilà. beaucoup plus haut que moi, ok. Ah, beaucoup Oui, plus je l'ai haut? mis Non, plus non, j'ai haut. mis 14, ça va, ça va. Non, en fait, je l'ai mis plus haut parce que ce qui m'a fait pencher la balance pour moi, c'est cette année 88. Oui, non, c'est vrai. Parce que effectivement, il gagne 3 grands chelems. Le quatrième, il fait quart de finale. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le 5e grand chelem, qui était le Lipton Miami, qui se jouait sur un format en 5-7, 5 matchs, et que Wilander avait également remporté ce Lipton Miami, et donc vraiment dominé cette année 88 de la tête et des épaules, en battant tout le monde, en battant tout le monde. Voilà. Et c'est vrai que, oui, je suis assez d'accord avec toi, il lui manquera un peu mieux à Wimbledon, mais cette année 88 restera extraordinaire pour lui. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à cette place-là. Ah là là, Mats en 12e. Bon, bah écoute, il en reste plus qu'un. Alors là, c'est un peu dur parce que là, on va citer le joueur qu'on va exclure du top 10. Euh, donc, est-ce que tu vas peut-être penser que je vais citer Murray? Ouais. Bah Eh non. ben non. Alors, bon, tu vas citer Edberg. Alors. Edberg, exactement. Voilà. Edberg. Vraiment à contre-cœur parce que c'est un joueur pareil qui est une élégance, une classe, un fair play incroyable. Mais bon, il fallait faire des choix. Et bon, lui, il a fait le grand chelem des grands chelems, mais en junior, pas chez les grands. Malgré tout, c'est quand même 6 grands chelems remportés, plus 6 finales. C'est quand même du très très lourd. Un Masters, les JO en 84, à une époque où bon, il n'y avait pas la même renommée, c'était pas comptabilisé comme un grand titre, mais moi je le considère comme un grand titre, remporter les JO de Los Angeles. Et il avait fait bronze à Séoul 4 ans plus tard. Voilà, un joueur complet, Stefan Edberg sur toutes les surfaces. Il lui manque quand même ce titre à Roland qui, pour moi, lui aurait permis de rentrer dans mon top 10. Voilà. S'il avait gagné Roland Garros face à Cheng, j'aurais mis Stefan Edberg dans mon top 10. Ouais, un match qu'il aurait vraiment pu gagner. Et Hein. il aurait pu le gagner, bien sûr. Comme Bien tout le sûr monde, qu'il hein, aurait cette pu le année-là, gagner. les joueurs étaient favoris contre Chang. C'est ça. Et lui C'est ça, aussi, c'est hein, ça. il a fini par s'engluer dans le jeu de l'Américain. Hmm. Ouais, joueur extraordinaire, qui a aussi gagné Hambourg, par exemple, sur terre battue. Donc, c'était vraiment un joueur, oui, évidemment, il était plus à l'aise sur surface rapide. Hein. Oui, oui, Il avec jouait, son jeu de il service jouait volé. énormément de services volés. Pour moi, c'est la meilleure volée de revers de tous les temps. Oui, oui, oui. Voilà, Je suis assez d'accord. je lui vois pas un autre joueur Non, je suis assez d'accord. qui est son égal. Euh, joueur, un homme très discret, très fair-play, que j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui. J'ai joué contre lui Oh en là double, pas là, en oh là simple. là, oh là là. Et il m'est d'ailleurs arrivé une anecdote incroyable hein, à Allez, Paris-Bercy. vas-y. J'ai croisé pour volleyer et j'ai complètement raté ma volée. J'ai Non. tapé toutes mes forces. Je lui ai mis direct dans la tête. Je l'ai couché par terre. Il était couché par terre. J'avais à moitié assommé en ratant complètement la volée. Et c'est Oh vrai que non. on a évidemment donc gagné le point, mais Mais là, qu'est-ce que tu fais pendant 5 secondes là? Tu ah t'arrêtes, tu dis, bah, ah, je j'ai assommé savais. Edberg, j'ai assommé Bah ouais, Edberg. ouais. S'il y Mince. avait bien un gars que Tu ne jamais voulais j'aurais pas. voulu l'assommer, c'était bien lui. Euh, et donc, voilà, c'était vraiment un gars super. Et il s'est Voilà, un relevé, gars il a dit super. quoi? Et il a fait, ah, vas-y, c'est bon, je te Non, pardonne rien. et je me suis confondu en excuses. Il m'a dit, non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ouais, Voilà. Mais je me suis senti pas bien à ce moment-là. tu m'étonnes. Et puis, il y a un élément important aussi qu'il faut savoir chez Berg, c'est que au départ, il joue avec un revers à deux mains. Et puis, vers 17 ans, il va changer, il va faire vers 16 ans peut-être, ouais. Il va passer au revers à une main. Et il va avoir un des meilleurs revers du Bah, circuit. Voilà. Et qui va lui permettre d'être numéro un. En simple. En double aussi,
Et puis, pour moi aussi, quelque chose qui n'a jamais été refait à part par lui, c'est ce Grand Chelem junior. Voilà, il gagnera les 4 tournois du Grand Chelem en junior. Donc, voilà, c'est bien que tu l'aies mis, voilà. Je l'ai mis 11e, quoi. Ouais, mais pourquoi tu l'as mis dans ton top 10, toi? J'ai mis Becker, moi, en 11e. Ouais, c'est ça. Donc, toi, tu as mis Edberg dans ton top 10. Okay. J'ai, comme toi, pas pu mettre Becker à cause, enfin, entre guillemets à cause, mais oui, de la terre battue. Mais oui, Edberg, je ne pouvais pas ne pas le mettre, quoi. Voilà, quelqu'un qui a été capable de dominer en simple, qui a été capable de dominer en double, qui a été capable d'aller jouer sur toutes les surfaces. Parce que Becker, lui, ne gagnera pas non plus de tournoi sur terre battue, même à Roland-Garros, mais en dehors. Oui, il n'a rien du tout. C'est 0 titre dans sa carrière. Oui. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis 13e. Moi, c'était quand même. Et même si j'ai toujours en mémoire cette balle de match face à Muster à Monte-Carlo en finale, où il va servir une deuxième à 196 qui va sortir de quelques centimètres. Et à l'époque, on lui avait dit, mais pourquoi avez-vous servi si fort? Il a dit, si c'était à refaire, je le referais évidemment de la même manière parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Et voilà, donc j'ai mis Becker 11e. Tous ces joueurs, c'est ma génération. Hein, je les ai joués pour la plupart. Donc c'est vrai que j'en parle peut-être un peu mieux, un peu plus en connaissance de cause. Becker, je l'ai joué 2 fois. Une fois sur dur, une fois sur terre. Voilà, c'était un gros service, voilà, grosse présence au filet. Mais la terre battue me l'a fait sortir de mon top 10. Je comprends. Bon, voilà. Écoute, on aura fait de 20 à 11 et j'aurais pas cité Andy Murray. C'est bon, ça, non? Ah ouais. Et moi, pas Stéphane Edberg. Et toi, pas Stéphane Edberg. Bon, voilà. Donc là, les 10 noms qui restent, bon, on a les noms. Maintenant, c'est l'ordre qui nous forcément, nous différenciera, mon Rod. Oui, on va avoir une sensibilité. Hein. Forcément, tout ça va être un peu quand même subjectif. Hein. Federer, Nadal, Djokovic, Borg, Sampras. Il y a quelques beaux noms, que des beaux noms, hein, en fait. Agassi, voilà, on les a tous dit, mais bon, McEnroe, maintenant, ce qui suit, ça va être... là, il y a du palmarès. Hein. Il y a du palmarès, et puis évidemment, tu m'attends sur Andy. Mais, non, mais c'est encore une fois, moi, je me répète, pour moi, c'était plus facile de gagner des grands chelems entre 98 et 2003. Voilà. Il y a eu 5 années où je pense que c'était un peu plus facile, moins compliqué. Pour Murray, ça a été d'arriver quand même à tirer son épingle du jeu avec les 3 autres. C'était quand même difficile et il l'a fait plein de fois. Mais la difficulté n'était pas d'en battre un, la difficulté était d'en battre 2, voire 3. Et c'était sur le même tournoi. Et c'est ça toute la difficulté. Parce que quand il fait finale... l'année où il fait aussi finale à Roland, il fait quand même un match extraordinaire en demi. Et puis après, c'est dur, quoi. Parce que derrière, il y a toujours un Djokovic qui attend, il y a toujours un Nadal ou un Federer. Donc, malgré tout, il y a des tournois où il a réussi à s'imposer. Tout à fait. Voilà. Et ça, je trouve que chapeau Andy Murray. J'en parlerai en tout cas en ouverture de la prochaine émission. Merci Rod. Merci à toi et puis pour ce top 10. On se retrouve très vite. On se rapproche. Mais je vois pas comment on va être d'accord sur le numéro 1. Ah là, c'est beau ça. Tu sais même pas quel est mon numéro 1 et tu sais déjà que tu vas être d'accord. Ce sera pas le même et on sera pas d'accord. Voilà. C'est tout ce que je sais. Très bien. Moi-même, tu sais quoi? À l'heure actuelle, moi-même, je ne sais même pas qui j'ai mis en numéro 1. Donc, je suis encore en train d'hésiter. Bon, en tout cas, merci pour cette émission. À très vite. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Ouais. Continuez de nous suivre sur tous les réseaux et sur le site Tennis Break News, sur TBN Prono. Continuez de lire les analyses de notre Rod national. Et puis, il y a Miami qui va débuter. Gros tournoi de Miami dont on avait été privé l'année dernière. Et là, j'espère qu'on va y avoir droit cette année. Hein? Allez. Avec plaisir, au plaisir de se retrouver pour la suite. Allez, ciao. Bye bye. À bientôt. Ciao.